Bonjour à tous. J'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va comme à l'AIME, avec des hauts et des bas. Comme vous le savez, ce direct, il est dédié à la journée du 29 septembre. Alors pourquoi? Parce que le ministère a annoncé le plan national de lutte contre la maladie de Lyme et ses co-infections. Ce plan, c'est quoi? Il s'agit d'un plan qui s'articule autour de 5 axes et qui comporte eux-mêmes une quinzaine d'actions. Donc aujourd'hui, en fait, on va parcourir ce plan. Et puis, je vous dirai un peu ce que j'en pense. Il est à noter quand même que avec le niveau d'information qu'on a aujourd'hui, parce que on n'a pas toutes les informations, donc ça va être difficile quand même d'avoir une analyse définitive sur ce plan. Mais enfin, déjà avec les premiers éléments, on peut quand même arriver un peu à défricher. Déjà, on peut féliciter quand même la Fédération française des maladies vectorielles à tiques. Et puis bien sûr, l'ensemble des associations, donc France Lyme, Lymepact, le relais de Lyme, et puis l'association Lyme sans frontières. C'est bien grâce à ces associations que le gouvernement commence enfin à prendre en compte ce très grave problème de santé publique. Donc le premier axe, il consiste à améliorer la surveillance vectorielle et les mesures de lutte contre les tiques. Donc à l'intérieur de cet axe, on retrouve trois actions. La première vise à renforcer leur surveillance, hein, puisqu'une cartographie du risque et de la répartition va être établie. Dans, le, dans la seconde action, ce sont les mesures de lutte contre la prolifération des tiques qui vont être évaluées. Et enfin, la dernière action de cet axe vise à tester l'efficacité des répulsifs. Pour cet axe-là, on voit bien quand même que les autorités de santé ont fait le choix d'étudier réellement le sujet. Donc c'est plutôt positif. Pour le deuxième axe, lui, il vise à renforcer la surveillance et la prévention des maladies transmissibles par les tiques. Donc pour cela, quatre actions vont être menées. Alors la première action vise à généraliser la surveillance de cette épidémie. La seconde action, elle, vise à informer les marcheurs avant leur activité, et ce grâce à des partenariats avec les organismes en lien avec la nature. Je crois qu'il y a l'ONF, l'Office national de la chasse, et puis il y en a certainement d'autres. La troisième action de cet axe-là, elle vise à informer le public, donc par le biais d'actions locales, mais aussi elle intègre des formations pour les professionnels de santé qui seront organisées donc par les agences régionales de santé. Et enfin, la dernière action de cet axe, elle est dédiée à la mise à jour des messages et des supports d'information, et ce, en lien avec les associations. Donc là, encore une fois, c'est quand même plutôt pas mal. On arrive enfin sur le troisième axe, qui lui est un des axes qui m'intéresse beaucoup, puisqu'il s'agit d'améliorer et d'uniformiser la prise en charge des malades. Alors ça veut dire quoi? Là encore, plusieurs actions vont être menées. Donc elles visent à élaborer un bilan des infections transmises par les tiques, mais aussi à élaborer un protocole national de diagnostic et de soins, avec la création de centres spécialisés dans la prise en charge des malades. Et enfin, suite à la saisie de la Haute Autorité de Santé en juin dernier, la maladie de Lyme devrait être admise dans la liste des affections longue durée, voilà, ce qu'on appelle communément l'ALD. Donc c'est aussi plutôt des bonnes nouvelles. Alors il faut savoir qu'une partie de ces actions vont quand même être pilotées par la SPILF. Alors la SPILF, il s'agit de la Société des pathologies infectieuses de langue française. Alors là, ça devient un peu gênant à mon sens, parce que même si les associations vont faire partie des groupes de travail, il faut savoir qu'on retrouve quand même le professeur Chris Mann, qui n'est autre que le président de la conférence de consensus de 2006, sauf erreur de ma part. Donc voilà, il fera quand même partie de ce groupe de travail. Donc là, moi ça me gêne un peu. Euh, pour moi, il serait quand même important de peut-être mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, pour tout simplement rester objectif. Alors je comprends que certains aient besoin de retourner leur veste, mais pour moi, la pilule a quand même du mal à passer, puisque je considère qu'ils sont quand même à l'origine de l'errance médicale de beaucoup de malades aujourd'hui. Donc moi, il me paraît raisonnable
de faire appel à des experts internationaux, hein, tels que le docteur Horowitz ou le docteur Bottero, hein, dont l'expertise n'est plus approuvée sur ce sujet-là, quoi. On passe ensuite au quatrième axe. Donc, lui, il vise tout simplement à améliorer les tests de diagnostic. Alors comment? Eh bien, en évaluant la performance des kits déjà disponibles et aussi en évaluant la bonne interprétation des résultats, hein, par les laboratoires de biologie médicale. Alors là, c'est encore plus magique. Pourquoi? Ben, parce qu'un des organismes en charge de ces actions, hein, est tout simplement le CNR. Le CNR, c'est quoi? C'est le Centre national de référence. Et son directeur n'est autre que le professeur Jolac. Donc, pour rappel, le professeur Jolac a notamment validé le test ELISA, test dont nous demandons d'ailleurs le retrait immédiat pour manque de fiabilité. Donc, je vous invite d'ailleurs à signer la pétition. Je rajouterai le lien dans la description de la vidéo. Voilà, j'avoue que là aussi, il faudrait peut-être revoir l'intégralité de l'équipe du CNR, hein, puisque elle est, au vu de la situation, pas vraiment compétente. Ouais, je vous laisse réfléchir sur ce point-là. On passe au dernier axe, qui lui veut mobiliser la recherche. Donc la première action de cet axe vise à développer de nouveaux outils de diagnostic, et ce grâce à l'Institut Pasteur et au laboratoire de santé animale. Ah ouais, alors c'est peut-être surprenant pour certains, mais les animaux voilà, sont aujourd'hui mieux dépistés que nous. Alors pourquoi? Je sais pas, les enjeux financiers sont peut-être pas les mêmes, je sais pas. Voilà, c'est une question que je me pose aussi parfois. Je sais pas. L'avant-dernière action vise, elle, à améliorer la connaissance des pathogènes transmis par les tiques, hein, grâce au projet OTICS. Il s'agit en fait d'un projet mis en place fin 2015, qui est dirigé par les équipes de Muriel Vassier-Tossa de l'INRA, et qui a pour ambition en fait de détecter et d'identifier des agents pathogènes, et puis de trouver le lien épidémiologique entre la morsure de tique, la présence d'un agent pathogène et le tableau clinique. Voilà, donc on arrive maintenant au dernier point, la dernière action de ce plan, qui elle vise à mettre en place une grande étude de suivi des patients. Donc grosso modo, voilà à quoi ressemble le plan qui a été annoncé le jeudi 29 septembre. Alors même si le ministère s'est engagé, il manque quand même un point essentiel, c'est le retrait des plaintes à l'encontre des médecins, hein, qui soignent les malades. Selon moi, c'est la première mesure qui aurait dû être annoncée. Donc on note aussi qu'aucune mesure d'urgence n'a été annoncée pour les malades, hein, dans la forme chronique de la maladie. Euh, donc avec la première réunion du comité de pilotage en janvier prochain, ce plan clairement, hein, s'inscrit dans le temps. Il ne répond pour moi pas du tout à l'urgence de la situation. Donc aujourd'hui, il y a encore quand même plein de questions. Combien de temps on va encore attendre? La plupart des médecins ne sont pas formés. Qui va nous soigner dans ces fameux centres? Le problème, c'est que la plupart, ils y croient même pas. Donc il y a quand même un gros boulot de ce côté-là. Ça risque de prendre beaucoup de temps, quoi. On ne parle pas non plus des autres modes de transmission dans ce plan, hein. On dit que la maladie, elle se transmet uniquement de piqûres de tiques à l'homme. On ne parle pas des autres modes de transmission. Voilà, il y a quand même des études scientifiques qui existent à ce sujet-là, donc on ne les a pas mis en avant. Je trouve ça dommage. Clairement, pour moi, c'est une manière très politique d'aborder le problème. On calme les choses, on évite que les patients qui ont compris de quoi ils souffraient fassent trop de bruit, et tout ça pour qu'ils évitent, hein, de passer le mot aux autres, et que les gens se rassemblent, et puis voilà, on essaye de redonner la patate chaude au prochain gouvernement. Alors même si ce plan est pour moi quand même inespéré, hein, parce qu'il est plutôt très prometteur, hein, il est quand même bravo, quoi. Mais enfin, ça reste qu'un plan. Aucune mesure concrète n'a été prise.
Moi, j'ai le sentiment que le gouvernement joue tout simplement la montre, hein. Voilà, dans quelques mois, on prend les mêmes et on recommence. Donc ça, je le regrette. Je regrette aussi profondément qu'on s'éloigne de la vérité. Alors la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens quand même qui sont contaminés et bon, qui sont encore asymptomatiques, hein, heureusement. Pour eux, quoi. C'est quand même 300 000 cas par an en Allemagne et aux États-Unis, avec 27 000 nouveaux cas par an en France chaque année. Enfin, ouais, c'est donc, on est quand même très très loin de la réalité, hein. Ces chiffres officiels, ils font juste peur, quoi. La vérité, c'est aussi qu'aujourd'hui, les infections froides sont à l'origine de la plupart des maladies auto-immunes. Donc même si beaucoup de personnes se voient coller des étiquettes avec des diagnostics différents, c'est bien une cause commune, hein, qui est à l'origine de la plupart des erreurs de diagnostic. Hein, ce sont les infections froides. Ces infections froides qui se transmettent d'ailleurs de la mère à l'enfant. Voilà. Et ça, on n'en parle pas non plus. Voilà, il y a aussi la transmission sexuelle, hein, qui est, même si elle n'est pas avérée, il y a quand même pas mal de conjoints qui commencent à avoir des petits problèmes de santé, certains symptômes. Voilà, la vérité, c'est aussi que les contrôles aujourd'hui entre le don du sang et les transfusions sanguines ne sont pas suffisants. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont contaminées sans le savoir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous face à ça? Pour moi, il est temps de se rassembler, de passer à l'action. Pour ça, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on arrive à être le plus de monde possible. Comment? Il faut que les personnes, hein, qui ont reçu des erreurs de diagnostic témoignent, voilà, par le biais de vidéos, d'articles dans la presse. Il faut continuer le premier travail qui a été fait. Voilà, les médias doivent nous aider à faire éclater cette vérité. On doit rentrer dans un... on doit aussi rentrer en contact avec les associations, hein, les autres associations qui militent par rapport à des maladies auto-immunes, hein. Je pense notamment par exemple à Arthritis, voilà, des associations comme ça, pour leur faire prendre conscience voilà, que ça peut aussi, qu'ils peuvent être touchés, enfin qu'il y a un lien. Voilà, rien n'est simple, mais on ne peut pas laisser aujourd'hui croire aux gens que la maladie de Lyme est juste une maladie de plus. Voilà, c'est pas ça du tout, quoi. Voilà, si vous êtes prêt à passer à l'action, à des actions de terrain, moi je vous invite à m'envoyer un message, enfin à nous envoyer un message, parce que je n'aurai pas forcément la gestion de la boîte aux lettres, mais sur le mail suivant. Donc le mail, c'est contact ledroitdeguérir.com. Donc dans l'idée, hein, ça sera des actions plutôt sur Paris. Je pense que ça portera plus. Mais enfin, ça reste à définir. Donc voilà, on arrive à la fin de ce direct. Je vous remercie très sincèrement d'avoir pris le temps de m'écouter et de me regarder. Je vous reviendrai prochainement pour faire un point sur les actions à venir, sur ce qu'on va faire. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et n'oublions pas que nous avons le droit de guérir et qu'ils ont le devoir de nous protéger. Bon dimanche.